Faites bien attention à ce qui va se passer maintenant. Vous regardez une vidéo filmée par un Russe quelque part en Crimée occupée. Un jour ordinaire, une route ordinaire, un camion juste devant. Mais regarde en haut, là-bas, à ce point dans le ciel, c'est un drone. Et ce n'est pas n'importe quel drone perdu dans les airs. Le Russe qui filme le montre du doigt et dit, avec le naturel de quelqu'un qui s'y est déjà habitué, c'est déjà le 3e. C'est déjà le 3e. Oui, le 3e, rien que sur ce tronçon de route. C'est la réalité en Crimée en ce moment. Un endroit où les routes sont devenues si dangereuses que les conducteurs russes refusent de les emprunter, peu importe l'argent proposé. Et l'une de ces routes, en particulier, a reçu un surnom parmi les Russes eux-mêmes. La route de la mort. C'est sur cette route que l'Ukraine a découvert un moyen d'attaquer la Crimée sans avoir à l'envahir. Et ce qui se passe là-bas pourrait décider du destin de toute la péninsule. Mais pour comprendre pourquoi c'est si grave, il faut commencer par un changement silencieux dans l'esprit des Ukrainiens. Un changement de mentalité qui vaut plus que n'importe quelle nouvelle arme. Pendant presque toute cette guerre, l'histoire des drones ukrainiens a été une histoire de chasse. Un drone poursuivant un seul véhicule. Un drone kamikaze plongeant sur un seul char. C'était économique, précis et mortel. Mais il s'agissait toujours de tuer une cible à la fois, un par un. Mais tuer des cibles une par une ne permet pas de gagner une guerre contre un pays de la taille de la Russie. Et à un moment donné, quelqu'un du côté ukrainien a posé une question différente. Et si, au lieu de traquer les véhicules, on étranglait tout le flux? Et si on n'attaquait pas les soldats, mais ce qui permet aux soldats de rester en vie? Cette idée a reçu un nom officiel. En mai 2026, le ministre de la Défense ukrainien, Mikhail Fedorov, a annoncé un programme de blocus logistique. L'objectif, selon ses propres mots, était simple et effrayant. Faire en sorte que l'ennemi ne se sente plus en sécurité, même loin de la ligne de front. Et ce n'était pas que des paroles. Le gouvernement a investi environ 113 millions de dollars directement dans les brigades de drones, qui avaient déjà prouvé qu'elles savaient frapper la logistique russe. Remarque le changement. La cible n'est plus l'homme dans la tranchée. C'est devenu le carburant, la nourriture, les munitions, tout ce qui doit passer par une route avant d'arriver à cet homme. Et cette nouvelle phase a apporté un outil si simple que presque personne ne s'y attendait. Parce que l'Ukraine a pris ses drones et a commencé à les utiliser pour faire quelque chose à quoi presque personne ne s'attendait. Larguer des mines. Ne pas attaquer avec une explosion. Ne pas plonger sur la cible, simplement voler jusqu'à une route, parfois à 100, 150 km derrière la ligne de front, et larguer des mines sur l'asphalte. Certains de ces drones transportent des distributeurs. Ce sont des sortes de conteneurs remplis de petites mines, capables d'en disperser des dizaines en un seul passage. Il y a des rapports, faisant état de versions qui larguent jusqu'à 48 mines à la fois. Il y en a d'autres aussi, montés sur des drones lourds qui volent la nuit. Et le véhicule préféré pour atteindre les cibles les plus éloignées, derrière les lignes ennemies, est un drone ukrainien appelé FP-2. Il échange la portée contre le contrôle. Il vole sur environ 200 km, mais il transporte une lourde charge et donne à l'opérateur un contrôle précis sur l'endroit. Exactement, larguer cette charge. Le commandant ukrainien a résumé le niveau d'information qu'il possède avec une phrase glaçante. Nous connaissons l'heure exacte, les itinéraires. Nous savons quelle route ils utilisent pour transporter le carburant. Et il y a une délicieuse ironie ici. Tu veux savoir qui a inventé cette tactique de larguer des mines avec un drone? Plus tôt dans cette même guerre, la Russie elle-même. Aujourd'hui, cette idée s'est retournée contre elle à une échelle que Moscou n'aurait jamais imaginée. Avant de continuer, si tu as déjà compris l'ampleur de ce qui se passe ici, fais une chose. Abonne-toi à la chaîne. On décortique ce genre de manœuvre tous les jours et c'est ça que tu vas vouloir suivre. Tu te demandes peut-être maintenant. D'accord, mais larguer quelques mines sur une route, ça paraît peu. Comment ça peut menacer toute une armée? Et c'est là que réside tout le génie.
parce que ces mines n'ont pas besoin de détruire quoi que ce soit. Réfléchis-y une seconde. La mine n'a pas pour tâche de faire exploser un camion en 1000 morceaux. Elle doit juste l'arrêter, l'immobiliser. Un analyste qui a étudié ces mines a dit qu'elles contiennent juste assez d'explosifs pour rendre un véhicule inutilisable. Et ce mot, inutilisé, est tout le point. Parce que si tu penses à ce qu'un seul camion immobilisé provoque sur une route de ravitaillement, il bloque la voie. Il oblige tout ce qui vient derrière à s'arrêter. Il crée un embouteillage. Une accumulation de véhicules immobiles entassés sur un tronçon exposé de l'autoroute. Et un amas de véhicules à l'arrêt est exactement le genre de cible dont rêve un opérateur de drone. Autrement dit, la mine n'a même pas besoin de finir le travail. Et elle doit juste s'arrêter devant le convoi assez longtemps pour qu'autre chose, comme un drone kamikaze par exemple, vienne terminer le travail. Un morceau de métal qui ne coûte presque rien bloque une colonne de véhicules qui vaut des millions. Et quand tu comprends ça, tu comprends pourquoi cette arme est bien pire pour la Russie qu'elle n'en a l'air à première vue. Parce qu'il existe une asymétrie brutale ici. Un drone kamikaze attaque un véhicule une fois et c'est fini. Mais une poignée de mines dispersées sur une route menace chaque véhicule qui passe par là. Pas une seule fois, mais indéfiniment. Jusqu'à ce que quelqu'un risque sa propre vie pour nettoyer la route. Un seul vol de drone peut fermer toute une autoroute pour une durée indéterminée. Les Russes eux-mêmes l'ont compris et ils paniquent à ce sujet. Un blogueur militaire russe, assez connu, a averti que de petites mines dispersées régulièrement sur les routes pourraient entraîner la paralysie totale des transports. Parce que la circulation doit être interrompue encore et encore pour l'inspection et l'enlèvement des mines. Un autre blogueur russe s'est plaint que la logistique avait été perturbée pendant presque un mois entier, affectant les livraisons non seulement à l'arrière, mais même jusqu'à la ligne de front. Et remarque une chose, la peur se propage plus vite que les mines elles-mêmes. Il n'est pas utile de miner toutes les routes. Il suffit d'en miner quelques-unes régulièrement pour que chaque voyage devienne un pari avec la mort. Le conducteur ne sait pas quelle route est minée et laquelle ne l'est pas. Alors toutes deviennent suspectes. Mais rien de tout cela ne signifie grand-chose sans preuve. C'est très beau en théorie, mais est-ce que ça paralyse vraiment une vraie armée ? La preuve en est à un endroit précis. C'est la chose la plus concrète de toute cette histoire. Tu te rappelles la route de la mort du début ? C'est le surnom qu'a reçu la R-280, une route que les Russes ont baptisée route Novorossiya, ou Nouvelle-Russie. Elle relie le sud de la Russie aux villes occupées de Marioupol, Mélitopol et, au bout de la route, à la Crimée. Pour Moscou, cette route est vitale, car elle constitue la principale alternative terrestre au pont de Kertch. Ce pont que l'Ukraine a déjà montré à plusieurs reprises qu'elle sait frapper. Tu sais ce qui est arrivé à cette route ? En juin 2026, le commandant des forces de drones ukrainiennes, Robert Brovdi, a donné un chiffre. Le trafic militaire sur cette autoroute avait chuté de 71% en seulement 2 semaines. 71%. La route principale d'approvisionnement de tout le sud pratiquement vidée. Pas par une armée bloquant le passage, mais par des drones et des mines rendant le voyage suicidaire. Des drones comme celui que vous avez vu au début de la vidéo. Et puis l'effet s'est propagé de la route à la vie quotidienne. En Crimée, l'essence a commencé à manquer. Les autorités d'occupation ont imposé un rationnement, 20 litres par voiture et seulement avec un coupon. À Sébastopol, la base historique de la flotte russe de la mer Noire, des files d'attente faisaient le tour du pâté de maison. Les habitants ont commencé à vendre de l'essence sur internet à 2 ou 3 fois le prix normal. Et un détail révèle tout. Au début, le Kremlin a essayé de blâmer la panique injustifiée de la population. Mais peu de temps après, le ministère russe de l'énergie lui-même a dû admettre la vérité. La faute revenait aux attaques de drones ukrainiens. Quand est-ce que c'est votre propre ennemi qui avoue l'ampleur des dégâts ? Eh bien, vous savez que les dégâts sont réels. Et là vient la question évidente. Et la Russie ne riposte pas ? Une armée de cette taille n'arrive pas à gérer des mines et quelques drones.
Dronezinhos? La vérité, c'est qu'elle a essayé. Et chaque tentative a été pire que la précédente. La première était presque comique. Les Russes ont commencé à peindre leurs camions avec des rayures noires et blanches dans des motifs géométriques fous. Les connaisseurs d'histoire militaire le reconnaissent immédiatement. C'est le camouflage connu sous le nom de dazzle, celui que les Marines utilisaient sur les navires pendant la Première Guerre mondiale pour tromper l'œil de ceux qui visaient. Mais il y a un problème. Ça marchait contre l'œil humain qui regardait à travers un périscope. Les drones ukrainiens modernes utilisent une combinaison de caméras classiques et de caméras thermiques. Et la caméra thermique détecte la chaleur, pas la peinture. Pour un drone équipé d'une caméra thermique, un moteur de camion chaud a exactement la même apparence, peu importe comment le véhicule est peint. Les bandes disparaissent, tout simplement. Et quand c'est un pilote humain qui contrôle le drone, les bandes voyantes rendent simplement le camion plus facile à repérer, pas plus difficile. La Russie a ressuscité une astuce vieille de 100 ans contre une menace qui, la plupart du temps, ne voit même pas comme le ferait un œil humain. Et ils ne se sont pas arrêtés à la peinture. Il y en a même qui ont camouflé les camions citernes avec des troncs d'arbres par-dessus, en espérant passer inaperçus. La deuxième tentative, plus sérieuse, a donc coûté encore plus cher. La Russie a déplacé ses systèmes de défense anti-aérienne près des routes pour protéger les convois, et cela a du sens. Du moins en théorie. Mais en faisant cela, elle a placé ses équipements les plus chers et les plus précieux. Des systèmes valant des dizaines de millions de dollars ciblés par les mêmes drones qu'ils devaient neutraliser. Et c'est exactement ce qui se passe. L'Ukraine a détruit ses défenses anti-aériennes avec des drones bon marché, y compris dans la région de Crimée. Autrement dit, pour protéger les camions, la Russie expose justement ce qu'elle a de plus précieux. Et la troisième option, la seule qui pourrait vraiment fonctionner, se heurte à la géographie. La Russie pourrait couvrir les routes avec des filets anti-drones. Ces tunnels enfilés qui sont déjà apparus près de la ligne de front. Contre les drones, ces filets fonctionnent bel et bien. Mais une chose, c'est de couvrir quelques centaines de mètres de route. C'en est une autre, complètement différente, d'essayer de couvrir des centaines de kilomètres de route. C'est presque impossible, non? On en vient donc à la question finale. Si même la Russie, malgré toute son immensité, n'arrive pas à arrêter cette tactique, qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Cela signifie que quelque chose a changé dans la nature de la guerre. Ce changement dépasse largement la Crimée. Car depuis des décennies, la logique reste la même. Celui qui a l'explosif le plus puissant, le char le plus imposant, le missile le plus rapide, l'emporte. L'Ukraine a montré autre chose. Que l'arme décisive peut être la moins chère et la plus silencieuse. Celle que l'ennemi ne voit pas venir et qui coûte bien moins que le camion qu'elle stoppe. C'est ce qui rend cela si perturbant pour la Russie. Ce n'est pas l'humiliation de perdre un char. C'est découvrir que des milliards en équipements peuvent être stoppés par des morceaux de métal sur l'asphalte. Et qu'il n'existe aucune défense évidente contre cela. La péninsule qu'elle a juré de ne jamais perdre n'est pas envahie par une armée. Elle est lentement étouffée par une arme qui tient dans la paume de la main. Et ce n'est que le début. Les itinéraires alternatifs sont coupés les uns après les autres. Les ponts qui relient la Crimée au continent sont frappés à plusieurs reprises. Chaque semaine, l'étau se resserre un peu plus. Nous continuerons à suivre chaque étape de cette histoire. Alors, si vous voulez vraiment comprendre cette guerre, et pas seulement à travers les gros titres, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce qui arrive. Et je vous pose la question. Si l'arme décisive maintenant est la moins chère et la plus silencieuse, et non la plus puissante, qu'est-ce que cela signifie pour les immenses armées du monde, comme celle de la Russie elle-même, ou même celle des États-Unis? La force brute a-t-elle encore la valeur qu'on lui attribue? Écrivez ci-dessous ce que vous en pensez. Je lis tous les commentaires. À la prochaine vidéo.